Bonjour tout le monde. Bonjour d'être parmi nous aujourd'hui dans cette émission. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. On est avec Yacine et Marc. Exactement. Voilà. Et Will qui est venu nous accompagner aujourd'hui. C'est ça. Qui va être notre intervieweur accompagnant. Donc je vais vous laisser vous présenter. Bon, moi c'est Will. Je suis l'intervieweur, comme tu l'as dit. Je suis là aujourd'hui pour Yacine et Marc. En tant qu'intervieweur consultant, je suis prêt à aller éplucher de toutes mes questions pour qu'on aborde les différentes thématiques concernant son secteur d'activité parce que je pense qu'il a beaucoup de secrets à nous dévoiler. D'accord, très bien. Avec plaisir. Est-ce que tu peux présenter ton activité en quelques mots dans quoi tu travailles? Du coup, moi là, en ce moment, là, je suis dans la vente de meubles. D'accord. Je vends spécialement des packs. Je me suis spécialisé dans des packs, différents packs, à prix plus qu'abordable. D'accord. Et du coup, c'est ce qui fait la différence avec les concurrents, quoi. Ok, ça fait combien de temps que tu as démarré ton activité? Cette activité-là de pack, ça fait 6 mois. D'accord. Et du coup, depuis 6 mois, ça marche très bien. Donc tu vas nous dire que ça fait 6 mois que tu es dans ce business? Non, ça fait 7 ans que je suis dedans, on va dire, dans le monde du meuble. Ok. Mais la spécialité des packs, ça fait 6 mois que je l'ai fait. Ok. Et les packs, c'est quoi la différence entre les packs et les meubles classiques? Du coup, les packs, c'est un ensemble de plusieurs meubles, on va dire à prix réduit. Tu vois, je propose par exemple le canapé, la table à manger, la table basse, les chaises, le lit et le matelas. Ok. À un prix à partir de 1008. D'accord. Tu peux proposer de vendre soit le salon ou le salon et la cuisine en même temps? Juste le salon, pas la cuisine. D'accord. Ok, donc tu vends pas de cuisine, tu vends que des meubles pour meubler le salon, c'est ça? Exactement. D'accord, intéressant, ça me donne des idées. Je pense qu'un de ces quatre, on se reverra. Avec grand plaisir. Oui. Est-ce que ton activité, est-ce que ça a été simple de te lancer au début? Ah non, du tout. Comme toute activité, comme je pense tout entrepreneur, c'est jamais simple dès le début. Hein. Est-ce que tu avais des clichés sur le lancement? Est-ce que tu pensais que c'était facile? Est-ce qu'il y avait des difficultés inattendues? Franchement, j'avais pas d'idée. J'avais pas d'a priori, j'avais pas d'idée non plus. Je me suis lancé. D'accord. Du coup, j'avais un camion. Je l'ai mis sur le bon coin pour proposer mes services pour des livraisons, on va dire. Que ce soit pour des grandes enseignes ou pour des particuliers qui achetaient justement à d'autres particuliers pour les ramener à leur domicile. Et du coup, petit à petit, j'ai vu qu'il y avait un engouement sur les canapés. Il y a beaucoup de monde qui achetait des canapés d'occasion, mais qui n'avait pas forcément de moyens de locomotion pour le ramener à leur domicile, du coup. Et petit à petit, je me suis mis à proposer mes services de livraison de canapés. Ok, donc on va dire que tu as commencé en tant que vendeur-livreur, c'est ça? Mais en fait, regardez, je vais vous expliquer. Au début, moi, j'ai commencé en tant que livreur sur le Bon Coin. Okay. Je recevais énormément d'appels de clients qui me demandaient d'aller chercher des canapés d'occasion. Du coup, au bout d'une semaine, je me suis dit que les clients, déjà, c'était un peu n'importe quoi parce qu'ils achetaient des canapés qui étaient d'occasion, mais très sales. Vous voyez, pour la plupart du temps, on va dire les 5 personnes où j'ai aidé la personne à récupérer le canapé. Les canapés qu'ils avaient achetés, ils étaient... de mauvaise qualité. Voilà, tachés pour la plupart du temps. Okay. Du coup, ils l'achetaient à un prix, on va dire, assez onéreux. Ok. Généralement, ça tourne aux alentours de 300 € pour qu'il me paye moi par la suite 80 € la livraison pour les ramener jusqu'à chez lui. Du coup, ça leur revenait généralement entre 400, 500, 600 € le canapé d'occasion. Ok. D'occasion et de mauvaise qualité. Et de mauvaise qualité. Si vous regardiez les canapés neufs, généralement, qu'ils achetaient d'occasion, vraiment, vous rajoutez 100 €, vous l'y avez neuf. Du moins, les canapés d'occasion qu'ils achetaient. Voilà, c'était pas non plus des canapés qualitatifs, vous voyez, ou de grandes marques. C'était souvent des canapés, on va dire, la marque Ikea. Vous voyez, c'est des canapés d'Ikea qui se revendent généralement 500 €, 560 € de base au premier prix. Et que les clients, eux, revendaient 300, mais avec la livraison, ça leur revenait à 380 €, mais en mauvais état, très mauvais état. Donc c'est du canapé Ikea en promotion qu'ils achetaient, au prix promotion, mais qu'ils achetaient en troisième main, je dirais même pas deuxième main, troisième, quatrième, voire cinquième main. Voilà. Oh là là. Vous voyez. Alors qu'il y a Yacine et Marc. Ah, il n'existait pas encore. Ah. Il n'y avait que But et Conforama. Oh, mais heureusement que tu es venu. Tu les as sauvés. Exactement. Ah. Exactement. Non, mais vraiment, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Du coup, j'ai l'idée avec mon collègue. J'ai dit, au lieu d'aller nous récupérer des canapés que des clients avaient déjà achetés à d'autres personnes,
que de nous aller acheter les canapés, de les nettoyer et de les proposer à la livraison et l'installation en Île-de-France. Vous voyez, déjà, il y avait un service où le canapé était déjà nettoyé. Et du coup, je proposais la livraison et l'installation gratuite en Île-de-France. Ok, Voilà. bien vu. Du coup, j'ai commencé comme ça. J'ai acheté des particuliers sur le Bon Coin. Après, on va dire que sur le Bon Coin, c'est beaucoup, on va dire les Français dits de souche. En fait, c'est ça, j'en venais parce que je me suis dit, Yacine et Marc. J'ai pas une tête à m'appeler Marc. Oui, son nom s'impose dans le milieu. Mais où est Marc? Il est où, Marc? Marc, c'est une illusion. Ah, ok. Tout à l'heure, on va revenir aux a priori, si j'avais des a priori. Du coup, moi, j'avais pas d'a priori. Naïvement, j'avais marqué Yacine en pseudo sur le Bon Coin. Et du coup, moi, j'avais jamais utilisé cette application auparavant. C'était vraiment la première fois que je l'ai utilisée pour ce business. Et j'avais jamais fait d'autres business sur cette application. Non, mais dis-moi, le premier jour ou tes premières ventes, comment c'était venu? Comment tu les as faites? Comment tu t'es senti quand tu as vendu? Comment tu as senti l'opportunité? Je me suis dit, franchement, la première fois que j'ai vendu un canapé, je me rappelle, c'était un Chesterfield. Je l'avais acheté à un couple de Français dits de souche en plus. Ça, tu l'oublieras jamais. Ouais, je ne l'oublierai jamais. Et c'était dans une campagne dans le 77. Et au fin fond 77. Je ne me rappelle plus la ville, je ne peux plus te dire, mais c'était la campagne, on va dire, un peu aisée. Et en fait, le mari il voulait se débarrasser du canapé qu'il avait acheté à sa femme à l'époque. Et il l'avait bradé. Il l'avait mis à 100 €. Du coup, moi, j'arrive avec un billet de 100 € pour l'acheter. La bonne femme, elle a fait un scandale en disant que c'était un faux billet, qu'elle travaillait à la banque. Non, c'est vrai, hein, la première expérience. Et du coup, j'ai dû aller dehors, dans la rue, chercher une personne qui puisse me faire de la monnaie, on va dire. Parce que c'était vraiment un village paumé. Comme par hasard, je suis tombé sur un rebeu, clairement. J'ai dit... coup de chance. Ouais, fais-moi de la monnaie dans mes épées de 50 Vas-y, balles. mon frère, Et Roya. je te donne 10 € en plus. Roya, sauve-moi. Ouais, voilà. Parce que je savais que c'était une bonne affaire quand même. Acheter Oui. un fil 4 places. Même si j'ai que le serrage, je me disais, c'est sûr, ça se revend. Du coup, je l'ai acheté, je l'ai revendu 500 €. Après, je dis à mon collègue, mais il faut en faire notre métier. Donc, premier coup, première vente, 400 €. Ouais. Ça, c'est un TJM en finance. Hein. Il y a des banquiers. Moi, j'ai pas fait d'études. Moi, j'ai fait comptabilité, mais j'ai pas passé le bac, j'ai rien fait. Moi, je Tu me connais donnes juste envie les de chiffres. démissionner. Donc ton activité, c'était vraiment une opportunité que tu as vue. Voilà, tu je me t'es dis, il faut la saisir. Voilà, c'est ça. Voilà. Du coup, moi, après, j'ai dit à mon collègue, au lieu de continuer à faire des livraisons, on va plus approfondir le truc, qu'on allait se mettre à chercher des canapés à vendre sur le Bon Coin, d'aller chercher un peu des choses un peu plus gros, un peu plus chères à revendre par la suite. Vous voyez, Roche-Beaubois, des trucs comme ça. Du coup, au début, on s'est mis sur cette gamme-là. Pour le coup, c'est monter en gamme. Oui, mais au début, je pensais que j'allais les revendre plus et tout, plus vite et tout. En fin de compte, je me suis rendu, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était les canapés, on va dire, utiles qui étaient recherchés. Des canapés d'encre convertibles avec offre de rangement. C'était ça qui était plus demandé. C'était pas une question de haut de gamme, mais c'était une question de particularité, de certaines spécificités que les clients En fait, moi, recherchaient. je connaissais rien au meuble. Moi, je me suis dit, forcément, si c'est des canapés en cuir, ça va partir plus vite que le petit canapé basique. Mais en fait, non, c'était l'inverse. Il y avait plus de monde pour les canapés basiques que pour les canapés haut de gamme. Parce que si quelqu'un veut acheter un canapé haut de gamme ou il est dans l'idée d'acheter un canapé haut de gamme, il va pas forcément chercher sur le bon coin un Il va canapé. chercher du neuf directement. Exactement. S'il a les moyens. Voilà. On pense que c'est un bluffeur, mais c'est rare. Vous voyez Mais en général, si cela joue bourgeois, qu'il a les moyens du bourgeois. Il va faire un crédit même, il va payer en plusieurs fois. Du coup, vraiment sur le Bon Coin, ce qui marchait, c'était des canapés, on va dire, fonctionnels. D'accord. Vous voyez. Et ça partait très bien. Du coup, moi, au début, j'avais pas de stockage. On va décrire les canapés. Tu vas décrire les canapés fonctionnels pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément. Alors, du coup, c'est ce des que canapés d'angle, vous voyez, avec un coffre de rangement en dessous de la méridienne, avec un système de couchage, vous voyez, parce qu'à Paris, il n'y a pas beaucoup de place forcément. Donc, du coup, il y a beaucoup de colocs aussi, des jeunes qui m'ont acheté, qui étaient en coloc. Et du coup, le salon, il servait de chambre. C'était très recherché. Et des canapés lits, en gros. Et des canapés libres, voilà. Voilà. Mais par la suite, moi, j'avais une forte demande. Du coup, j'ai ouvert une société. On a fait une société qui s'appelait à l'époque Maison d'Éden.
D'accord, ok. Et l'entreprise, tu l'as ouverte après avoir changé ta Alors, du dénomination. coup, c'est à ce moment-là qu'avec mon collègue, vu qu'il y avait plus de demandes et que forcément, pour avoir les canapés, il fallait les chercher chez des particuliers. Du coup, moi, avec mon pseudo, souvent, je réussissais à, on va dire, me mettre d'accord avec la personne qui la vendait. Mais à la dernière minute, souvent, il y avait il se rétractait, quoi. Quand Vous voyez. il entendait au téléphone. Non, même pas forcément, juste il m'envoyait un message en me disant désolé, le canapé, je l'ai donné à mon beau-frère, je l'ai donné à ma belle-sœur. En fait, mon mari a trouvé un ami qui en avait l'utilité. Et une fois, deux fois, trois Des fois. arguments tout bêtes, oui. Voilà. Et au En final- plus, c'est souvent les mêmes excuses. Franchement, ça revenait souvent la même chose. Ils n'ont pas trop Mmh. d'imagination. Je pense qu'ils doivent se réunir Oui, tu vois, c'est- pour se donner des C'est- excuses. oui, Ouais, voilà. c'est un truc qui passe bien. Tu vois. Alors, du coup, moi, je me suis fait appeler Marc. Ok. Moi, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis pas joué la carte du racisme ou je sais pas quoi. Je me suis dit c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Oui. La plupart du temps, c'est les Français, comme j'ai dit, de souche qui vendent sur le bon coin, surtout les canapés. J'ai remarqué que nous, vraiment, hein, les étrangers, dès qu'on en a marre, on le jette. C'est pas, c'est un constat, quoi. C'est vrai. Mais les Français, dit de souche, hein, parce que j'aime pas trop employer ce mot-là, français, on est tous français. Mais bon, c'est eux qui aiment bien faire la différence. Hein. Ils disent qu'on n'est pas assez assimilés. Du coup, bref, c'est un autre sujet. Et du coup, là, j'ai décidé de m'appeler Marc. Ok. Voilà. J'ai décidé de m'appeler Marc en tant en pseudo. Mais ça vient aussi. Là, tu ouvres une fenêtre de tir. L'éducation financière. Peut-être qu'un de ces quatre, on en reparlera. Savoir se débarrasser d'un article, des affaires qu'on détient, sans avoir à les jeter. Tu vois, et ça, nous, beaucoup ne savent pas le faire. Tu es d'accord avec moi que la plupart du temps, on va dire, les gens issus de l'immigration jettent leurs affaires et ne pensent pas forcément à... Peut-être aujourd'hui la nouvelle génération, mais avant, moi, mes parents, par exemple, ils préféraient jeter que racheter. Au meilleur des cas, ils te diront, oh, on va envoyer ça au bled, on envoie au bled. Et le canapé, il va faire 7 mois, 1 an avant de partir au bled. Ah, mais c'est ça la réalité. Anyway, we continue. Et du coup, après, bah, je me suis appelé Marc et j'ai plus jamais eu de soucis de rétractation, vraiment. T'as vraiment senti un changement Vraiment, c'était... Mais après, moi, je m'en foutais, hein. Vraiment, quand j'arrivais devant le client, soit je lui disais, est-ce que j'ai une tête à m'appeler Marc? Vous voyez. Comme il disait, bonjour Marc. Du coup, moi, je comprends tu que joues le jeu. Non. Ok, tu Non. dis... Je ok, disais, est-ce tu que dis j'ai non. une tête à m'appeler Marc? Je disais, malheureusement, je suis obligé de le faire, j'ai expliqué ma démarche. Ok. Toujours, j'ai expliqué le pourquoi. Que c'était pas forcément pour arnaquer les gens ou je sais pas quoi. C'était juste pour les... Mais en face de moi, j'ai jamais eu de mauvais commentaires. Ouais, après, une fois que t'es en face, c'est plus la même chose. Mais est-ce que t'as jamais eu de retour du style vous nous avez trompé? Non. Bah, de toute façon, c'est un pseudo. Sur Oui. le bon coin, c'est pas. Non, mais c'est- je veux il est dans dire- son droit, hein. Que ce soit, oui, légalement, légitimement, tu as le droit de prendre le pseudo que tu veux. Moi, j'en connais qui s'appelle Vegeta Son Goku. Mais ce que je veux dire, est-ce que c'était déjà arrivé qu'un client, après, par la suite, t'envoie un message Jamais. Jamais. D'accord. Bon, regardez, c'est comme Catherine Le Marchand. Elle a dû changer son nom pour passer sur M6 pour faire L'amour dans le pré. Mais c'est honteux. Oui, mais je t'assure que Catherine Le Marchand, moi, Catherine Le Marchand, avant de la voir, je ne m'attendais pas à la Catherine Le Marchand que j'ai vue. Oui, mais regardez, jusqu'à aujourd'hui, pour être présentatrice sur M6, il faut changer son nom. Elle ne s'appelle pas Le Marchand. Elle a un nom typiquement africain. Et du coup, elle a dû le changer pour passer sur M6. Et en 2026, encore, en être là, moi, pour le bon coin, je vais pas me plaindre. Hein. Et moi, j'en joue de ça. Comme je dis, ça sert à rien de s'apitoyer sur le sort. C'est un constat. Après, il faut faire avec, ou sinon se la monter et ne rien faire. Vous voyez? Si j'aurais été borné à continuer avec Yacine et voir que j'arrive pas à acheter et ne pas essayer de trouver une solution juste pour le pseudo, ce serait bête. Oui, il n'y a pas à faire le fier. Oui. À partir du moment où tu fais du business, tu fais du business. Oui, mais moi, vous voyez, comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas honte de mes origines. Après, Marc, moi, j'y joue encore aujourd'hui. Je me dis, ben, vu que je l'ai utilisé pour me lancer, ben, jusqu'à aujourd'hui, j'en ai fait ma marque et j'ai mis Yacine et Marc dans mes canapés. Aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. Voilà, ça fait partie de ton histoire, Voilà. de ton entreprise, de ton activité. Exactement. Donc, oui, je comprends. Est-ce que
qu'est-ce que cette activité t'a appris par rapport au monde du travail? Est-ce que par rapport à quelqu'un qui est salarié, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a appris d'être autonome, disons, et de ne pas dépendre d'un patron, de ne pas dépendre de quelqu'un Oui, c'est ça. On dirait quels sont les avantages que tu tires à être à ton propre compte dans un domaine qui fonctionne plutôt bien. Donc moi, comme je vous ai dit, moi j'ai quitté l'école tôt, j'ai pas de diplôme. Alors si j'aspirais à une carrière dite normale en tant qu'employé, je pouvais pas espérer plus de 1500, 1600 euros. Après, je me suis fait un calcul simple, hein, mais vraiment, je suis pas un comptable. Hein. J'ai fait 512 banques, 401 fournisseurs, mais c'est tout ce que je me rappelle. Hein. T'as fait du chiffre. Mais t'as vu beaucoup de virements passer. Mais je me suis dit que si j'arrivais à ne serait-ce me faire 80 euros par jour tout seul, je me ferais à peu près, vous voyez, en 10 jours de travail, 800 euros, en 20 jours de travail, 1006. Du coup, 80 euros tout seul, je me suis dit 10 euros de l'heure en 8 heures, je suis capable de le faire sans que Thierry ou Marc me disent quoi faire. Tu vois? Du coup, moi, je me suis dit, je vais aller prendre un camion, je vais le mettre sur le bon coin, et si j'arrive à faire ne serait-ce que 100 euros par jour, ce sera très bien. Ça fonctionne très bien. Voilà. Après, petit à petit, j'ai continué, comme je vous ai dit, sur les canapés d'occasion. Après des canapés d'occasion, je me suis dit, pourquoi pas passer au neuf? Du coup, petit à petit, je me suis mis dans l'idée d'aller chercher une usine qui fabriquait directement. Je suis parti dans un salon en Allemagne, à Cologne, je crois. Il y avait un salon de l'ameublement. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Polonais, de Roumains, ainsi que les Chinois. Mais au début, j'ai pris contact avec des Polonais. Ensuite, tout simplement, je suis parti en Pologne. J'ai visité différentes usines que j'ai réussi à prendre en contact avec eux au salon de l'Allemagne. D'accord. Je les ai visités. Du coup, après, ça a matché avec une usine. J'ai passé ma première commande. Du coup, une fois que la première commande est arrivée à Paris, ça a commencé. Et là, il n'y a pas de problématique de transport pour... moi, je me suis pas mis ces limites là. Je me suis dit, il y a des routiers, je vais bien trouver un routier qui va me ramener ma marchandise, tout simplement. Tu t'es peut-être dit, si des articles arrivent de Chine à Paris, c'est que des articles peuvent venir de Varsovie, de Pologne, exactement, à Paris. Et tu n'as pas pensé à peut-être sourcer en Chine ou à Dubaï? On entend souvent acheter sur Dubaï ou la Chine pour revendre sur Paris. Maintenant, je le fais. Aujourd'hui, j'achète en Chine. Ok. Et tu dirais de la Chine aux autres endroits où tu achètes? Ça n'a rien à voir. Ok. On est dans deux mondes parallèles. C'est deux mondes différents. Ok. C'est vraiment deux mondes différents. On est plus sur un avantage à acheter en Chine, je pense, quand tu le dis. Mais pour acheter en Chine, en fait, c'est quoi l'avantage? C'est le prix, mais l'inconvénient, c'est le temps. En Pologne, on va dire, c'est 3 semaines à mois. En Chine, ça va être 3 mois. Vous voyez? C'est 3 fois plus de temps que... C'est juste l'acheminement. Vous voyez? Et puis mettre de l'argent, on va dire aussi, investir en Chine, c'est... Acheter en Chine, c'est investir aussi. C'est-à-dire laisser son argent un laps de temps dormir pour un entrepreneur, c'est jamais bon. Vous voyez? Vous avez payé la marchandise et vous devez attendre 3 mois pour qu'elle arrive en France pour pouvoir la vendre. Tandis qu'en Pologne, c'est 3 semaines, 1 mois. Ok, donc pour le coup, on achète en Chine, tu diras, quand la demande n'est pas imminente. Non. Moi, regardez. En fait, moi, comment ça s'est passé? J'ai acheté en Pologne, j'ai vendu en Pologne, mais j'achetais toujours à des grossistes en France. Vous voyez? Et j'ai vu les prix des grossistes. Je me suis dit, c'est pas possible qu'ils vendent à ce prix. Je sais pas comment vous expliquer. À Paris, il y a beaucoup de vendeurs, en fait. Beaucoup de vendeurs de meubles passent par des grossistes. Ils ont un magasin, vous voyez. Ils exposent des meubles, mais les meubles, ils les détiennent pas, les meubles, en fait. Ils n'ont aucun stockage. Rien ne leur appartient. C'est que, on va dire, l'image du magasin. Et par la suite, ils passent commande aux grossistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de stockage propre. C'est ce qui ne peut pas leur permettre non plus de faire des prix, on va dire, attractifs. Vu qu'ils achètent déjà en France, vous voyez, le grossiste, il a déjà fait sa plus-value. Et il ne peut pas descendre plus bas que le prix du grossiste.
C'est un peu comme toute vente, on va dire comme tout objet. Si vous l'achetez vous-même et vous le revendez vous-même, vous serez forcément moins cher que votre concurrent, que lui, lequel l'achète en France à un grossiste. C'est aussi simple que ça. D'accord. J'oublie déjà, c'est... comment ça s'appelle déjà le fait d'acheter, de présenter un article sans le détenir? Dropshipping. Ouais, mais moi j'aime pas ça. Moi, je fais pas du dropshipping, mais les magasins de meubles, exactement, ça renvoie au dropshipping. Mais ça fait des années que c'est comme ça. C'est pour ça que les prix sont assez exorbitants dans les meubles. Vous voyez, moi, on me dit souvent, oui, t'es pas cher, tu casses le marché. Non, comme je dis, moi, je suis dans les prix raisonnables. C'est vous qui vous êtes trop cher. T'es dans l'honnêteté au final. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Moi, sur mes réseaux sociaux, je leur montre tout. Je leur montre, par exemple, là, quand je vais en Chine, je leur montre quand je vais dans l'usine, quand je vais acheter, quand la marchandise, elle arrive. Et je leur dis que je fais x2 sur la marchandise, je suis clair. Vous voyez, tandis que les concurrents, ils sont obligés sur le produit initial, le prix initial du produit acheté en Chine et revendu en France, généralement, c'est x6, x7. Ouais. Donc là, pour le coup, on est sur de grosses marges parce que si la Chine et la Pologne, c'est relativement des marges conséquentes, c'est qu'on est sur de grosses marges dans ce secteur, tu diras. En fait, regardez, c'est quoi le problème de l'ameublement? C'est qu'il faut, pour la plupart du temps, déjà avoir un gros magasin, un gros espace pour le magasin. Oui. Vous voyez, généralement, les magasins de meubles, c'est pas des petits espaces de 80 mètres carrés, c'est souvent des énormes surfaces. Après, il y a beaucoup d'employés. L'électricité, vous connaissez les charges en France et tout. Du coup, c'est ce qui se répercute sur le prix final du canapé. Tandis que moi, c'est un petit espace, tu connais. C'est dans une zone industrielle. Il n'y a pas beaucoup d'employés. La marchandise, c'est nous-mêmes qui allons la chercher, c'est nous-mêmes qui faisons la pub et c'est nous-mêmes qui la vendons par la suite. Du coup, on a minimisé les coûts, on va dire, pour que le prix final de nos produits soit vraiment intéressant par rapport à la concurrence. Ok, donc là, aujourd'hui, tu peux prétendre valablement faire la concurrence à de gros tenants du secteur. Moi, c'est ce que j'inspire, petit à petit. Non, mais vraiment, c'est ce que j'inspire. Moi, j'inspire à ouvrir des points de vente un peu partout en France. Et toujours avec la marque Cinémark et à des prix, rester toujours dans le même prix bas, quoi. Okay. Moi, quand j'ai commencé ce métier-là, je me suis dit, pour me démarquer des autres, vu que c'est un métier où déjà la concurrence est rude, parce que là, on n'a pas affaire à un concurrent du coin ou un commerçant du coin, c'est Ikea, Conforama, But, des enseignes qui sont implantées depuis des années. Et je me suis dit, pour faire la différence, déjà, c'est par la qualité des produits et surtout par le prix. Je me suis dit, si je veux me faire une place dans ce marché, il faut que le prix soit plus bas que tout le monde. Oui, il faut que ça soit vraiment à la portée. Si je vends la même chose que Ikea au prix d'Ikea, vous-même en tant que client, vous préférez aller à Ikea que chez moi. Voilà, on va préférer l'image. En fait, c'est ça, c'est l'image de marque. Exactement. Tu vois, donc au même prix, à qualité exacte, on va se diriger vers... Marque le branding, pas marque. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je vais rebondir. Est-ce que... tout à l'heure, tu t'as parlé un petit peu que tu faisais des vidéos sur les réseaux, sur TikTok et tout. Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que oui. À quel point Avant, pour faire 1 million de vues, ou ne serait-ce que 10 000 prospectus, ça coûtait énormément d'argent. Tu es de ma génération, même plus avec moi. Tu connais, à l'époque, c'était les prospectus, les flyers qu'on distribuait. Aujourd'hui, avec une vidéo de 15 secondes, tu peux toucher 1 million de personnes. Donc, du coup, ça a changé la donne. Aujourd'hui, même les grandes enseignes, ils essaient de s'y mettre sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils voient que nous, les petits vendeurs, on leur fait un peu mal quand même. Moi, par exemple, ça m'est arrivé plus d'une fois de faire plus d'1 million de vues pour la promotion de mes canapés, de mes meubles en général. Ce qui est énorme. On dirait que le digital a démocratisé la vente. En fait, ça a laissé de la chance à beaucoup de gens. Oui. Ouais. Et ça a laissé à beaucoup d'entrepreneurs leur chance de... Aujourd'hui, je dis que le réseau social coûte bien plus cher que l'endroit où tu es. Avant, c'était le fonds de commerce qui était cherché pour les commerçants. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, l'endroit, il était très important.
Vous voyez, par exemple, si tu étais placé à Alésia. C'est la domiciliation qui définit Exactement. ton business. Aujourd'hui, c'est en réseaux sociaux. Tu vois où je suis. Je suis implanté dans le 78 à Vélizy, mais c'est discret. Sans les réseaux sociaux, personne ne pourrait me retrouver. Personne ne pourrait me trouver. Mais voilà, mais demain, je change d'endroit. J'ai pas besoin de faire X communication juste avec mon réseau social. Je change l'adresse au-dessus et basta. J'ai changé de localisation et le fonds de commerce, il est toujours là, mais pas au même endroit. Oui, surtout que tu fais de la livraison. Donc, ça facilite la tâche aux personnes qui peuvent commander en ligne. Je pense qu'on peut commander en ligne. Non. Moi, pour l'instant, je veux vraiment favoriser les points de vente locaux qu'on aura dans le futur, en fait. Moi, je fais ça doucement mais sûrement. Vous voyez ? Mais moi, je veux ouvrir des points de vente un peu partout. Ne pas passer par les sites internet. Parce que la plupart des temps, les gens, quand même, dans les meubles, veulent tester le canapé, veulent tester le matelas, Et j'ai vu que j'ai moins de retours dans le magasin que sur le site internet. D'accord, ok. Donc, pour le coup, il faut impéralement avoir de contact physique avec la clientèle. Bah moi, je voulais faire à l'envers. Là, les anciens, ils essayent de miser plus sur les réseaux sociaux et moins sur les magasins. Moi, plus sur les sites internet et moins sur les magasins. Oui. Mais moi, j'essaie de faire l'inverse. Je mise plus sur les réseaux sociaux, mais pour la vente directe, plus sur... Je préfère les ramener au magasin, à l'ancienne. Exactement. Mais tout en utilisant le digital. Donc c'est une formule hybride, hein. C'est ça. Voilà, avec moitié réseaux sociaux, moitié... Voilà, mais tandis que les gens, c'est l'inverse. Généralement, ils essayent avec les réseaux sociaux, ramener les gens sur le site internet. Vous voyez, on leur envoie un lien pour les diriger vers le site internet. Moi, j'essaie de faire totalement l'inverse, de les ramener en physique chez moi directement. D'accord, oui. Oui. Ce qui est un peu plus difficile, certes, mais je pense que c'est mieux pour moi et pour le client. Au moins, le client se fait une idée des produits. Vu que je suis pas cher, souvent, ils ont des a priori sur la qualité des produits. Mais quand ils viennent et voient que le produit est équivalent à ceux de But, Conforama, parce que je ne vais pas dire non plus que c'est l'équivalent des grosses marques, mais ils sont contents quand ils le voient de leurs yeux, que s'ils le voyaient uniquement en image, soit madame, soit monsieur va leur dire, si ce serait uniquement sur Internet, je ne ferais pas les mêmes ventes que... Exactement. Même ça donne plus confiance au client. Ça rassure le client. Exactement. De constater sur place la qualité du produit. Si j'imagine, je faisais que des pubs sur mon TikTok des produits, mais que le client, si je leur disais non, tu peux pas venir sur place, tu peux acheter que sur Internet, tu vois, ce serait un peu plus compliqué. Ouais, tu serais au même titre qu'AliExpress ou Amazon, vendeur en ligne, et ce serait pas évident de pouvoir t'en sortir sur ce secteur. Non. D'accord. Mais c'est bien de se démarquer par la mise en confiance du client. Exactement. Et puis moi, je suis assez franc aussi sur les réseaux. Du coup, je parle assez cash. Comme ça. Et moi, ma force aussi, c'est que je dis toujours les prix dans les vidéos. Tu vois, tandis que les concurrents, généralement, ils font des vidéos de leurs produits, mais sans forcément donner le prix de l'article. Genre, ils vont faire la promotion d'un meuble, mais ils vont jamais dire le prix. Moi, dans toutes mes vidéos, dans chaque vidéo, il y a le prix entier, le prix en 4 fois. Oui, comme ça, moi, quand le client vient, il n'est pas déçu et c'est la même chose quand il arrive au magasin. Oui, toi, tu affiches les vérités de ton industrie, contrairement à d'autres qu'on voit sur les réseaux qui font croire que le prix définitif sera le prix, en fait, du prix de la première mensualité. Exactement. Des fois, ils disent 325 € en 4 fois. Vous voyez ? Mais en fait, ça fait 1300 €. On te met en 4 fois en miniature. Oui, exactement. Comme ça, microscope pour lire. Ou souvent, directement, on ne dit même pas le prix. On ne dit même pas le prix en 4 fois. Oui, parfois, on ne dit même pas. Voilà. Et moi, j'ai remarqué ça aussi sur les réseaux parce que moi aussi, je scroll. Je regarde les concurrents ce qu'ils font. Et je me suis dit, non, ça, c'est une mauvaise chose. Parce que même sur les commentaires, ils demandent les prix. Et généralement, les vendeurs, ils disent même pas le prix aux commentaires. Ils laissent venir le client. Et moi, je me dis, c'est le contraire. Au moins, le client, quand il vient chez moi, il connaît déjà le prix de tous les articles, des packs, il sait ce qu'il en est, il sait d'où ça vient. Voilà, quoi. Toi qui t'es lancé, qui est maintenant installé dans cette activité, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans une activité comme ça Comme disait notre cher ancien président qui s'est fait nettoyer au Karcher récemment, ne pas attendre de l'argent pour lancer un business. Ne pas forcément attendre de l'argent pour se lancer. Vraiment, ça, c'est une phrase que j'ai retenue de sa part. Parce que si on attendait l'argent forcément pour faire quelque chose, on se lance jamais. Voilà. Commencez petit, commencez avec ses moyens. Et essayez de mettre de l'argent de côté et de... Et ne pas avoir peur de se lancer. Non, surtout quand t'es jeune. T'as rien à perdre, surtout si t'es chez papa, maman. Au moins, essaye
Tant que tu n'as pas de loyer, tant que tu n'as pas grand-chose à... Mais essaye de faire quelque chose par soi-même. C'est déjà formateur d'essayer. Exactement. Ouais. Tu perds pas grand-chose à partir du moment où tu apprends quelque chose. Moi, je dis, au moins, tant que tu as essayé, forcément, tu vas apprendre quelque chose. C'est ça. Si tu devais donner un conseil sur vraiment une erreur à ne pas faire au début, Moi, je conseille de faire des erreurs, justement, par soi-même. C'est des erreurs qui vont t'apprendre. Parce que si, par exemple, Willy va me raconter son erreur, j'ai pas forcément... Je sais pas comment dire... l'interpréter quand il voulait me l'expliquer. Ou l'entendre vraiment, ou le mettre en pratique. Mais si c'est moi qui fais l'erreur et ça m'a coûté de l'argent, crois-moi que je vais réfléchir à 2 fois avant de dire comment c'est l'erreur. Apprendre par ses propres expériences, c'est quelque chose qui est enrichissant, on dira. Bien sûr. Oui, c'est ça. Moi, je dis, plus tu multiplies les échecs, plus tu vas réussir, à mon avis. Oui, mais faut pas s'entêter à toujours aller sur le mauvais chemin, peut-être. Parce que... Comme disait aussi, je sais plus qui, si tu le fais une fois et que je vois que ça marche pas et tu recommences 2 fois, c'est que t'es un peu fou. Hein. Oui, c'est ça. Mais bon, d'autres centaines. Et peut-être pour finir, si tu en as une ou deux. je voulais savoir si, pour finir, est-ce que tu te vois dans 5-10 ans toujours être dans le même secteur d'activité? Est-ce que tu vois une évolution ou est-ce que tu es bien installé et tu comptes rester dans... Moi, j'aime bien le business. Du coup, je m'attache pas à un produit. Donc, comme je dis, je suis pas amoureux des canapés. Aujourd'hui, je suis dans les canapés. Mais j'aimerais bien pénaliser quand même la société. Vraiment. Oui, qu'elle tourne sans moi. Mais vraiment, moi, non, je me vois pas faire que ça, du moins. Faire ça, mais autre chose. D'accord, donc que ça évolue, que la formule Exactement. évolue. Oui, tu espères devenir le Ikea de demain qui va vendre bien plus que des meubles. Je vais devenir le Yessine et Marc, comment dirais-je, et être la référence, justement. Ne plus me dire Ikea, mais Yessine et Marc. Ah, c'est très bien vu. Il est rempli de vision. Ben, on espère en tout cas que ça va se concrétiser. Hein. On sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc, Voilà, on va voir. bon, en tout cas, je te remercie. Avec grand plaisir, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci Yacine et Marc. Avec grand Sinon, plaisir. Yacine et Marc d'être passés. J'espère que vous avez pris de la graine de tout ce qui a été donné comme information. Et on espère pouvoir se revoir à une prochaine.